Promis à 12h42, André Berkoff reçoit Virginie Jacoberger-Lavoux, journaliste, rédactrice en chef à Valeurs Actuelles, qui publie Brésil, voyage au pays de Bolsonaro aux éditions du Rocher. Alors effectivement, on écoutait cette hymne, enfin ce son du Brésil, qui est la samba. Et puis alors, Virginie, vous devez le savoir, on a annoncé ce matin que pour la première fois depuis 1923, le carnaval de Rio est annulé. Oui. Because of Covid, c'est triste. Hein. En fait, on le savait déjà un peu parce que en raison du Covid l'année dernière, ça avait été plus ou moins annoncé, en tout cas pour février, que c'était annulé, qu'on allait le reporter. Et puis ces dernières semaines, effectivement, c'est tout juste officiel, mais par rapport à toute la pandémie et les conséquences que ça a dans la ville, il n'y avait pas trop d'autres solutions que pour éviter tout rassemblement de mouvement de foule. On ne peut pas faire des gigantesques clusters, même magnifiques, avec des milliers, des dizaines, des centaines de milliers de Brésiliens dans les rues. Virginie Jacoberger-Lavoux, vous venez de sortir donc ce Brésil, voyage au pays de Bolsonaro, aux éditions du Rocher, comme le disait Félix Mathieu. Et est-ce que, alors, on a beaucoup comparé, un peu rapidement quand même, Bolsonaro à Trump. Je voudrais savoir, vous avez écouté, nous parlions avec Renaud Bochard, l'avocat, cet avocat qui vit à Washington, que nous avions en direct. Est-ce que le Brésil est aujourd'hui fracturé comme l'est incontestablement l'Amérique, ou pas du tout, le Brésil de Bolsonaro? Alors, le Brésil de Bolsonaro, et on va dire même le Brésil avant Bolsonaro, parce que finalement c'est cette fracture qui lui a permis d'accéder au pouvoir, c'est la déconfiture totale de la gauche brésilienne avec la corruption, qui ont quand même favorisé. Donc la fracture, elle existait avant, elle existe toujours, mais encore une fois, je pense que le livre donc fait un peu le bilan des deux premières années du mandat Bolsonaro. Il y aura les élections l'année prochaine, donc lui il est déjà maintenant en campagne. L'idée, c'était aussi de montrer, on l'a surnommé le Trump tropical. Il y a effectivement beaucoup de points communs, le côté pro-armes, le côté climato-sceptique, le soutien des évangélistes, mais en même temps, il est un Trump tropical et en même temps très différent. Il admire beaucoup Trump, mais on peut dire qu'il est différent. Et il faut aussi, j'ose espérer que ce livre montre un peu un paysage, enfin en tout cas, une découverte du Brésil très différente, aussi bien dans les villes urbaines que en Amazonie, que aussi dans des quartiers pauvres et riches. Et en tout cas, on peut dire qu'aujourd'hui au Brésil, il n'y a pas de climat de guerre civile tel qu'on peut voir la fracture. On sent quand même aux États-Unis une très très forte tension. Tout à fait. Au Brésil, bien évidemment, il y a des opposants à Bolsonaro. Qu'est-ce qui a fait que cette gauche, justement, vous le racontez dans votre livre, que je recommande aux lecteurs du Sud Radio, parce que ça vous donne véritablement, parce qu'on voit Virginie Jacoberger-Lavoux, vous êtes allé une dizaine de fois, je crois, au Brésil au moins. Oh, plus que ça, en fait. Depuis 10 ans, de très 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 nombreuses fois, je n'ose plus les compter. Voilà, vous le connaissez par cœur. D'ailleurs, c'est le cœur qui parle assez souvent dans ce livre. Qu'est-ce que, en fait, pour être tout à fait sans prendre parti, qu'est-ce que Bolsonaro a emporté? Pourquoi le Brésil avait besoin de Bolsonaro? Et pourquoi cette gauche, elle était vraiment corrompue? Tout à fait corrompu. Totalement, le bilan est dramatique. C'est-à-dire que ce qu'il faut voir, c'est Bolsonaro, donc on l'a quand même beaucoup, on le caricature systématiquement. Et c'est pas très difficile d'appuyer sur son côté homophobe, les déclarations racistes, les provocations qu'il fait tout le temps, y compris sur sa propre gestion du Brésil, puisque là récemment, il vient de déclarer qu'il se sentait presque inapte à être président. Quel président ose dire ça par rapport à la gestion de la pandémie, donc rattrapé par son ministre de l'économie. L'économie, il a déjà déclaré qu'il n'y comprenait rien et que heureusement qu'il avait trouvé un bon ministre de l'économie. Il y a peu de présidents. Il est sans filtre. Voilà, c'est le président sans filtre. Il est cash. C'est aussi ce qui plaît quand même aux Brésiliens. C'est-à-dire que c'est pas un discours. Il y a eu dans le rejet qu'il y a eu dans son élection en 2018, il y a eu aussi un rejet des élites comme il y a eu aux États-Unis. Mais le fond du problème, le fond du problème, me semble-t-il, parce que pour avoir beaucoup enquêté sur la partie de la corruption qui a été majeure et qui a complètement anéanti ce pays, il y a eu surtout un rejet de la gauche, c'est-à-dire que le scandale, ce qu'on a appelé le scandale Lava Jato, donc lavage express, car wash en anglais, il n'y a pas d'équivalent. Un blanchiment à la puissance de 100 000. Quoi. Rien que Petrobras, donc, qui a été complètement, on va dire, complètement utilisé pour des pots de vin aux politiques. Ensuite,
Ensuite, il y a Odebrecht, donc ça, c'est chaque fois l'énergie. C'est-à-dire, toutes les grandes compagnies, elles ont participé à ça. C'était donc complètement... C'est-à-dire, il y a toujours eu de la corruption au Brésil, mais là, ça a été puissance sur les 3 mandats de la gauche, donc les 2 mandats de Lula. Et je vous rappelle que l'ancien président Lula, qui voulait donc se présenter aussi en 2018, lui est inéligible jusqu'en 2035. Les prochaines élections, ce sera l'année prochaine, en 2022. Et comme vous le voyez, donc au Brésil, Bolsonaro et son clan, donc ses fils, jouent un grand rôle politique autour de lui. Aujourd'hui, on peut dire, on est en 2021, il est évident qu'on le voit très bien, il est déjà en campagne, dans un contexte de pandémie qui est quand même assez effroyable, parce que c'est plus de 200 000 morts. Évidemment, c'est un pays au Brésil, c'est un pays de plus de 112 millions. Mais on peut dire que son rôle a été très compliqué, puisque en fait, il accuse les gouverneurs de ne pas avoir eu de politique favorable à la lutte contre le Covid, mais lui l'a longtemps qualifié de grippette, donc il y a tout, et n'a rien fait pour, quand même, il y a eu un vrai problème. Aujourd'hui, il y a aussi une polémique sur les vaccins. Mais qu'est-ce qu'il a apporté en 2 ans, Virginie? Qu'est-ce que depuis 2018 D'abord, il faut lui reconnaître certaines choses. C'est-à-dire que quand il est arrivé au pouvoir, donc la gauche, c'était quand même une espèce de baronnie. Il y avait des ministères, c'était 39 ministères. Lui a quand même écrémé tout ça, 22. Il a choisi des bonnes équipes. C'est-à-dire que on parlait tout à l'heure des affaires de corruption. Il a réussi, ça c'était un peu sa grosse prise, sa proie, à avoir comme ministre de la Justice, et pas seulement de la Justice. C'est-à-dire il est arrivé avec un double ministère, le juge Moreau, qui a démissionné l'année dernière. Donc lui était vraiment l'homme de la justice et l'homme au Brésil, qui était jusqu'à l'année dernière le plus populaire dans la lutte pour la corruption. Donc ça, c'était un atout considérable. Son deuxième atout, et il y en a quelques d'autres, puisque quand même dans son ministère, il y a des gens très, très compétents, c'est quand même le ministre de l'économie, qui est quelqu'un, alors lui est carrément tellement ultra-libéral que tout le monde dit que si au Brésil il arrive à faire la moitié de ce qu'il ambitionne, ce sera déjà très marquant pour le pays. Mais donc c'est Paulo Guedes, et lui ce qu'il a réussi, donc avant, si on prend le contexte du bilan de Bolsonaro avant la pandémie, qui est quand même catastrophique, et qui continue, mais si on prend le bilan économique avant, il faut quand même reconnaître que le gouvernement de Bolsonaro a réussi un fait incroyable, c'est-à-dire à mener la réforme des retraites, que tous les présidents, parce que c'était quand même assez impopulaire, a mené sans problème dans la rue, c'est-à-dire que contrairement, comme on l'a vu chez nous, en France, notamment, il me semble que sur les réformes, il y a eu quand même beaucoup de gens dans la rue. Là, Bolsonaro et ses équipes, ça a été même salué par un certain nombre de gens. Il a réussi à mener tout ça. Alors, le problème qu'il a aujourd'hui, c'est qu'évidemment, dans un contexte de pandémie, une économie qui déraille, il a reconnu que le pays était pratiquement en faillite. Il ne faut pas oublier que le Brésil, il y a quelques années, en 2010, moi quand je l'ai découvert, c'était 7,5 de croissance. C'est un décrochage total. C'était vraiment... là, c'est moins... On n'ose même plus avec la pandémie. Voilà, les chiffres vont... Mais en tout cas... La pandémie a interrompu partout. Mais en tout cas, on peut dire que le Brésil, de manière sûre, avant la pandémie, il était au niveau 8e mondial. Et là, avec la pandémie, a priori, il décroche des 10 première puissance mondiale. Donc c'est quand même juste une chose, Virginie, on a des images du Brésil, nous, ici en Europe et ailleurs d'ailleurs. Quid de l'extra? On a toujours connu ça, on a vu les riches fortifiés, les riches cités fortifiées, et puis les favelas, les fameuses favelas derrière. Est-ce que l'inégalité pauvre-riche reste la même? Ça a un peu bougé, évidemment c'est pas en 6 mois ou en 2 ans qu'on règle le problème, mais est-ce que ça bouge de ce point de vue-là, ou c'est toujours ce Brésil des favelas d'un côté, de la classe moyenne de l'autre, des très riches, bourgeois, de la très riche bourgeoisie, ou pas? Malheureusement, si on fait quand le Brésil arrive aux premières places, c'est malheureusement effectivement sur le terrain de l'inégalité et sur le terrain des violences. On sait que c'est un des pays les plus violents au monde. Dans un des chapitres, j'évoque bien ce qui se passe quand même avec les gangs des trafics et qui sont soutenus par quand même le narcotrafic. Donc c'est quand même pas rien. Et c'est toujours là, ça n'a pas bougé. Alors malheureusement, donc je pense que vraiment Bolsonaro, en dehors de la déconfiture de la drogue, de l'opposition, de la corruption, il a été élu pour 2 choses. Pour soigner 2 maux du Brésil, qui sont la corruption, avec l'impunité des politiciens, et le deuxième problématique, c'est la violence, qui
phénoménale. Et ces deux maux ne sont pas résolus. Et tout le problème, c'est effectivement, c'est un pays inégalitaire. L'éducation, c'est-à-dire que l'éducation, la santé, on le voit à travers la crise du Covid. Malheureusement, la santé est catastrophique. Et l'éducation, c'est pareil. Et tant que ça, ce ne sera pas résolu, c'est forcément un pays qui reste inégalitaire. Et je pense que là-dessus, il n'y a aucune promesse qui ont été tenues. Malheureusement, ce pays, sur ces mots-là, ne change pas. Et c'est une grande puissance. On sait que c'est quand même un pays de 210 millions d'habitants avec des ressources extraordinaires, avec le pétrole, avec les minerais, avec une agriculture, on le sait bien, nous Français, qui est extrêmement compétitive et qui nous crée un certain nombre de problèmes, puisqu'ils exportent massivement. Donc, premier producteur de soja, de jus de fruits, enfin j'en passe. Donc, il y a tous ces atouts-là, mais c'est vrai que c'est un pays qui a du mal, qui a une espèce d'inertie, parce que tant qu'on n'aura pas résolu effectivement une augmentation du niveau de l'éducation avec les moyens, il n'y a pas de moyens qui sont mis en œuvre. Et le problème de la violence est, à mon avis, un peu la même chose. C'est-à-dire que on ne peut pas dire que le bilan soit mauvais de la lutte contre mais en revanche, il y a eu des choses qui ont été faites quand même. Alors, il y a des choses qui ont été faites, notamment avec le fameux Moro qui a donné sa démission. Donc ça, c'est quand même une épine dans le pied de Bolsonaro depuis un an. Mais ceci étant, avec quand même pas assez de moyens. Et par exemple, si vous regardez le problème de la pauvreté, donc des favelas, etc., c'est qu'il y a une mainmise des narcotrafics, des trafiquants, des gangs, et que personne ne rentre, et qu'on voit très bien, comme on sait malheureusement aujourd'hui aussi en Europe, parce que c'est une zone de non-droit. Les territoires perdus de la République brésilienne. Exactement. Là, c'est puissance 10, mais en plus, les pauvres qui y vivent n'ont même pas la chance de se dire on va avoir un peu plus de sécurité, parce que souvent, il y a un autre problème, c'est la police n'étant pas payée, c'est complètement corrompu. Il y a des espèces de milices qui sont des gens qui ne sont pas encadrés et qui font tout autant pression. En fait, les pauvs sont tenus en tenaille entre le marteau et l'enclume des policiers corrompus et des narcotrafiquants. Voilà. Donc, et donc là-dessus, bien évidemment, ils aspirent à plus de sécurité et plus d'ordre. La devise du Brésil, c'est Ordem em Progresso. Ça vient de voilà. Malheureusement, aujourd'hui, on en est loin et le pays a vraiment. Alors la chance qu'a Bolsonaro, puisque donc les élections vont se tenir en 2022, dans un an. Là, on voit très bien qu'il est déjà en campagne. C'est quoi, en mai 2020 Non, c'est toujours en fin d'année. Donc il y aura un premier tour. En fait, il y a un espace de 15 jours entre les deux tours. Il y aura un premier tour en octobre, un second tour en novembre. Donc voilà. Un peu moins. Normalement, la campagne, on est bien d'accord, elle devrait commencer quelques mois avant. Là, on sent très bien que dans le clan Bolsonaro, notamment les 3 fils qui sont avec lui, qui sont un peu ses conseillers, sont complètement investis dans l'idée de cette réélection. Et toute la politique est menée aussi dans ce sens-là. Ce qui peut aussi poser problème, parce que pour le moment, le Brésil est face à d'autres problèmes économiques. À votre avis, Virginie, vous en parlez, encore une fois, vous en parlez dans votre livre, et il faut le lire, parce qu'on n'a pas le temps, évidemment, d'évoquer tout, mais on voit un paysage du Brésil tout à fait passionnant, parce que le Brésil, on en parle de temps en temps, mais là, il y a un voyage en profondeur, et le paysage y est, tout le paysage et toute la palette. Bolsonaro a, à votre avis, de fortes chances d'être réélu ou pas, alors, sans pour faire le moment, donc, là, récemment, il vient de décrocher de 9 points, là, juste récemment. La raison est simple, c'est que, comme on a vu les aides par parachute, là, ce qu'on a appelé aux États-Unis, là, c'est la même chose. En fait, il y a eu un certain nombre d'aides qui ont été venues aux plus pauvres en raison de la pandémie pour les aider à survivre. Malheureusement, les caisses de l'État étant pratiquement vides, la dette explosant au Brésil, cette mesure vient d'être stoppée. Donc, depuis janvier, il n'y a plus cette aide aux plus démunis, qui sont quand même plus de 14 millions. Aujourd'hui, le chômage a monté. Il était à 11 millions, 11% de la population, c'est plus de 14%. Donc aujourd'hui, c'est gigantesque. Les problèmes qui sont à venir cette année sont extrêmement complexes. Et donc, on voit qu'il décroche par rapport à cette mesure qui était, évidemment, c'était un appel, notamment, il avait une nouvelle popularité auprès des classes populaires dans le Nord, qui étaient avant des bastions de la gauche. Donc là, il est en train de perdre du terrain, mais n'oubliez pas que même l'été dernier, où quand même le bilan du Covid n'est pas bon au Brésil, les Brésiliens ne tiennent absolument pas Bolsonaro pour responsable. 9 Brésiliens sur 10 ne le tenaient pas pour responsable. Alors qu'il a toujours dit, c'était une grippette et tout, mais eux, c'est quand même un pays qui est extrêmement croyant, et eux, ils voient le Covid, la majorité d'entre eux le voient plus comme une malédiction que sa responsabilité propre.
même si l'opposition est très... Mais donc peu de chances de retour de Dilma Yousseff, parlons pas de Lula. Alors la gauche, là on l'a très bien vu, donc il y a un mois, il y a eu les élections municipales qui sont toujours comme un peu chez nous, un peu un test sur le jeu politique. On voit très clairement, il y a 2 rejets, ce qui n'est pas non plus bon pour lui, parce qu'effectivement les candidats qu'il avait voulu pousser ont pratiquement pas été élus, mais la gauche est à terre, laminée, elle est extrêmement rejetée depuis ces affaires de corruption. L'autre chance qu'il a, c'est qu'en fait, donc maintenant on voit très bien un glissement de l'échiquier politique du Brésil vers le centre, et le centre, en fait le Brésil n'a pas de Biden, donc lui en fait il n'a personne en face, le centre, ils n'ont pas de représentants qui a une personnalité qui a la stature de pouvoir faire face. Il n'y a pas l'alternative qui est là. Voilà. Virginie Jacobberger-Lavoué, merci. Merci de ce petit voyage à l'intérieur du Brésil qui doit surtout vous amener à lire l'autre voyage, le grand voyage, ce voyage au pays de Bolsonaro.